Le cauchemar continue sur l'aéroport de Larnaca à Chypre où 45 otages sont toujours à la merci des pirates de l'air. L'OLP qui mène les négociations depuis 48 heures aurait identifié les auteurs du détournement. Le gouvernement algérien serait prêt à accueillir le Boeing des Koweït Airways. Le point dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. Le commerce extérieur français balance vers le rouge, 5,2 milliards de francs de déficit en février. Résultat décevant, reconnaît le ministre concerné, Michel Noir. Coup de filet en Corse dans les milieux nationalistes, 15 personnes interpellées à la suite de la découverte d'une importante cache d'armes à Bastia. Le dernier empereur, premier à Hollywood, la fresque de Bertolucci rafle 9 des 22 Oscars, le cinéma français absent du palmarès. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. 8e jour d'attente pour les 45 otages du Boeing des Koweït Airways. 8 jours de cauchemar ponctués de drames et surtout d'ultimatums. Les pirates de l'air qui ont assassiné hier un second otage réclament toujours la libération de 17 extrémistes chiites emprisonnés au Koweït. Aujourd'hui, les médiateurs de l'OLP seraient entrés en contact avec le commandement des pirates de l'air. L'avion pourrait quitter Larnaca pour Alger dans quelques heures. Le point avec notre envoyé spécial, Jean-Marc Ilouz. Après 2 exécutions à grand spectacle, après un chantage au suicide collectif au nom d'Allah, après un nouvel ultimatum repoussé d'heure en heure, la médiation palestinienne a finalement repris ce soir à l'aéroport de Larnaca. Médiation et non pas négociation, car des deux côtés, les positions restent aussi figées que le Boeing lui-même. Les Koweïtiens, ils ont renoncé à sauver leurs propres ressortissants. Les terroristes, ils exigent toujours 104 tonnes de carburant pour rejoindre Alger, peut-être. Le gouvernement chypriote, il dit toujours non, mais ne semble pas pour autant être décidé à faire appel aux forces britanniques dans l'île. Alors on n'en sort pas. Et voilà qu'à Koweït, Yasser Arafat menace, lui, de retirer sa médiation. Les pirates, dit-il, changent sans arrêt d'attitude, ils reçoivent des ordres de l'extérieur. Qui donne les ordres? Yasser Arafat ne le dit pas. L'Iran ou une faction du gouvernement iranien, des extrémistes chiites par radio de leur repère dans la banlieue sud de Beyrouth. Seule la signature semble familière. 2 mots, djihad islamique. Et oui, depuis hier, Jean-Marc, on évoque de plus en plus le rôle de médiateur joué par Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Ce matin, dans une conférence de presse au Koweït, Yasser Arafat a indiqué que l'OLP, qui mène actuellement les négociations pour le compte du Koweït, avait identifié les pirates de l'air. 4 d'entre eux seraient originaires du Liban, 2 autres de l'émirat de Bahreïn. Le chef de l'OLP assure également qu'il est entré en contact avec le gouvernement algérien pour qu'il accueille l'avion des Koweït Airways. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir. Une chose est malgré tout certaine, on commence à mieux cerner, même si c'est encore un peu flou, la personnalité des pirates de l'air. Plusieurs détails prouvent en tout cas leur froide détermination. Philippe Gassot. Nous n'avons pas peur de la mort, c'est ce que disaient les pirates de l'air vendredi dernier. Leur nombre est estimé à 6 ou 7 si l'on en croit les passagers libérés, 4 Libanais et 2 ou 3 Bahreïnis. Aujourd'hui, ils auraient revêtu un surplis blanc, le suaire que portent les Bédouins avant de monter au combat afin qu'ils meurent en blanc et gagnent le paradis d'Allah. Une preuve de plus de leur détermination. Dans le cas d'une attaque surprise de commando militaire, le facteur temps est primordial. Les toboggans d'avion servent à évacuer les passagers en un minimum de temps. Les pirates le savent. Ils les jettent ostensiblement sur le tarmac, montrant ainsi aux experts militaires qu'en cas d'attaque, pas un passager ne pourrait quitter l'avion sans dommage. L'affaire a été étudiée de très près. Tout est prévu. L'un des contrôleurs aériens de Larnaca, formé dans l'éventualité de détournement, considère que ces pirates-là sont d'une autre trempe que ceux qu'il a connus ou dont il a étudié le comportement. L'un d'eux au moins parle un anglais parfait, sans accent. Un pirate de l'air qui aurait fait de longues études à l'étranger. C'est peut-être celui qui se dit ingénieur de la navigation aérienne. Un homme qui aurait été installé dans le siège du copilote lors des tentatives d'atterrissage à Beyrouth, puis à Damas. Ces hommes se tiennent informés de ce qui se passe à l'extérieur par des journaux non pas arabes, mais anglais, qu'ils se font apporter avec la nourriture. Là non plus, le comportement n'est pas habituel. Leurs propos, en arabe ou en anglais,
sont polis et mesurés. Le ton monte seulement quand est annoncée l'exécution d'un otage. Le massacre tranquille est annoncé d'un ton courtois. Il tue le matin et libère un passager le soir. Il lance plusieurs ultimatums sans donner suite, puis passe à l'exécution. Est-ce nécessaire d'insister sur la détermination des hommes qui ont baptisé le 747 de la Kuwait Airlines l'avion du sacrifice, l'avion des martyrs? Il y a 53 passagers à bord. Ce soir, le gouvernement chypriote dément l'éventualité d'une action contre le Boeing 747. Dans un communiqué publié à Nicosie, le porte-parole du gouvernement souligne la volonté des Chypriotes de trouver une solution pacifique à l'affaire. Concrètement, Chypre ravitaillera l'avion en carburant si les 45 passagers sont libérés. Je vous rappelle qu'hier, une organisation clandestine pro-iranienne, l'Organisation des opprimés dans le monde, avait menacé de tuer un otage américain, le lieutenant-colonel William Higgins, si un assaut était tenté contre le Boeing. Dimanche soir, le djihad islamique, qui détient 2 otages américains et 3 otages français, avait proféré des menaces identiques. Retour en France avec la campagne présidentielle. D'un côté, la campagne officielle à la radio et à la télévision. De l'autre, le terrain et les tout derniers sondages. À 14 jours du premier tour, 61% des Français pensent que Jacques Chirac a été un bon Premier ministre. Dans ce sondage Figaro-Sofresse, on apprend aussi que le bilan du gouvernement Chirac est considéré négatif par 41% des personnes interrogées. 39% sont d'un avis contraire. Bilan très négatif, vous allez le voir, pour la lutte contre le chômage, 75% contre 17%. Par contre, une majorité de Français plébiscitent le gouvernement en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les autres échos de la campagne, avec Olivier Lerner et Bernard Pradino, aux commentaires. À l'affiche ce soir, une conférence de presse de François Léotard et Pierre Boussel face au public sur France Inter. Indiscutablement, François Léotard a des fourmis dans les jambes. Discret depuis le début de la campagne, la bande à Léo semble désormais décidée à saisir la balle au bond. Objectif de cette conférence de presse improvisée, démonter point par point la mécanique Mitterrand et justifier par la même occasion la candidature Barre. Le véritable anniversaire de M. Mitterrand, ce n'est pas le 26 octobre 1916, ce n'est pas le 10 mai 1981, c'est le 4 septembre 1958, c'est-à-dire l'anniversaire de la 5e République que nous célébrerons dans quelques semaines. Et je vous rappelle que l'homme qui aujourd'hui se présente au suffrage des Français avait écrit dans le coup d'État permanent, et je cite de mémoire, mais vous pourrez si possible acheter le document, la Constitution, virgule, ce chiffon de papier signé par 18 millions de Français. Et nous nous engageons donc avec la volonté offensive contre cet homme-là qui a dit tout et le contraire de tout. Pierre Boussel, candidat trotskiste du MPPT, a estimé tout à l'heure sur France Inter que parmi les abstentionnistes, il y aurait beaucoup de défavorisés, chômeurs en fin de droit par exemple. Et nous pensons que ces chômeurs en fin de droit, de l'envie, parce qu'à qui on a dit il n'y aura pas de licenciement, ces TUC à 1250 francs par mois, plus 500 francs éventuellement, ceux-là, il y aura un mouvement d'abstention. Nous ne les condamnerons pas, nous condamnerons ceux qui les ont amenés là. Mais nous disons en même temps que pour messieurs Chirac, Barre ou Le Pen, bien que je ne donne pas un signe égal entre ces 3 hommes politiques, eh bien l'étendue, c'est la droite. Et dans ces conditions, on ne peut pas voter pour la droite. Alors, je dirais, ne vous divisez pas entre abstentionnisme, ouvrier et populaire, et ceux qui vont voter. Ne vous divisez pas, réalisez l'unité là où vous pouvez la réaliser, parce que dans ces élections, aucun des problèmes réels, ces problèmes qu'ils devraient être discutés. Non mais en clair, je veux dire, tout le monde ne va pas décrypter votre propos. Je veux dire, en clair, vous dites quand même voter Mitterrand plutôt que d'aller à la pêche à la ligne. Je ne dis pas ça, je ne diviserai pas ceux qui vont s'abstenir, parce que si je disais ce que vous me faites dire, je diviserais en définitive, je condamnerais les abstentionnistes. Campagne présidentielle, suite, on a appris ce matin que le procès opposant le Premier ministre Jacques Chirac au président Mitterrand à propos de certaines affiches du candidat Mitterrand était annulé. Le litige portait, je vous le rappelle, sur des affiches placardées par groupe de 3 sur une surface totale de 36 mètres carrés alors que le code électoral stipule 16 mètres carrés surface maximale. Le procès est annulé car l'avocat de François Mitterrand, maître Kiechman, a indiqué que les affiches imprimées seraient retirées des panneaux. Oubliez également l'autre litige, le bleu-blanc-rouge de l'impression, qui est interdit lui aussi par le code électoral.
L'actualité en chiffres, la balance commerciale française s'est fortement détériorée en février. Le déficit du commerce extérieur atteint 5,2 milliards de francs, 5,2 milliards contre 600 millions seulement en janvier. Le dérapage semble sérieux. Explication de Maryse Manot. Depuis un an, le commerce extérieur a mauvaise mine. Pas un seul mois n'a franchi la barre de l'équilibre et février aggrave brutalement la tendance avec un déficit très lourd. Je crois que le mois de février, effectivement, est décevant et même un peu aberrant statistiquement, une aussi forte variation d'un mois sur l'autre. Mais pour autant, les tendances que nous connaissons depuis 6 mois, je ne crois pas, sont remises en cause, car sur le plan des exportations industrielles et sur le plan des gains de parts de marché, notamment sur les pays européens, je crois que la tendance que nous connaissons depuis 5-6 mois ne devrait pas être interrompue. Pourtant, l'une des raisons à ce mauvais chiffre, c'est le recul brutal des exportations le mois dernier. 7% de moins en un mois. Alors qu'en face, les importations de biens de consommation augmentent de 5,5%. Les ménages français achètent toujours plus de produits étrangers. Même chose pour les industriels. S'ils renouvellent leur matériel, cela profite d'abord aux étrangers. Résultat, le solde industriel est déficitaire de 6,5 milliards de francs. C'est un échec absolument patent, total. Parce que ce n'est pas seulement le résultat du mois de février. Ce résultat du solde industriel du mois de février qui est le plus catastrophique que nous ayons jamais eu dans notre histoire. À quelques semaines des élections, la polémique autour de ce mauvais chiffre devient politique. Et l'UDF réagit aussi. Pour la première fois de notre histoire. Et là, ce n'est pas un accident. Ce chiffre confirme une tendance de fond très préoccupante de recul de la France, de perte de parts de marché dans le monde. On ne peut pas incriminer le gouvernement, il n'avait ni les moyens ni le temps d'inverser la tendance héritée des socialistes en 2 ans. Ce qui est important dans ce résultat mauvais, c'est qu'il nous montre que l'enjeu majeur des prochaines années, c'est d'enrayer le recul de la France dans le monde. C'est la préoccupation numéro 1 de Raymond Barre. Nul doute que dans les semaines qui viennent, tout chiffre sera savamment exploité, qu'il soit bon ou mauvais. Alors Gérard Leclerc, nous sommes en présence, on l'a dit, d'un mauvais chiffre qui est exploité, on l'a entendu politiquement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tombe mal pour Jacques Chirac et son équipe. Oui, absolument. Ce n'est pas tant les 5 milliards de déficit qui sont préoccupants, c'est ce qu'ils recouvrent. La baisse des exportations sur un mois n'est peut-être qu'un accident. En revanche, l'effondrement sans précédent du solde de nos échanges industriels est malheureusement la confirmation d'une tendance observée depuis plusieurs mois. Ce solde était bénéficiaire de 90 milliards il y a 3 ans. Il est devenu légèrement déficitaire l'an dernier. Et pour ce seul mois de février, le trou est donc de 6,5 milliards. Alors c'est vrai, il y a l'augmentation des importations de machines qui signifie que les entreprises françaises sont en train d'investir et c'est une bonne chose. Mais il y a aussi, exactement dans les mêmes proportions, l'augmentation des achats par les Français de produits étrangers de consommation courante, voitures, téléviseurs, réfrigérateurs, vêtements, etc. Et cela pose 2 problèmes. Celui de la compétitivité, notamment en termes de qualité et de présence sur les bons créneaux des produits made in France. On paye là les retards dans l'investissement, ce que les baristes ne cessent de répéter. Deuxième problème, les Français consomment trop, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Avec la question subsidiaire, le prochain gouvernement issu de l'élection présidentielle ne sera-t-il pas contraint de freiner cette consommation, de resserrer les rigueurs? Voilà, et les premières réactions le confirment, ce qui devrait nourrir le débat électoral. Merci. OPA sans doute réussi pour le groupe Hachette aux États-Unis. On ne sera fixé officiellement que dans quelques jours, mais tout laisse à penser qu'Hachette va prendre le contrôle de Grolier, qui est une maison américaine d'édition spécialisée dans les encyclopédies. Après ses déboires en télévision et son expérience avortée dans la presse quotidienne, Hachette devient le 3e éditeur du monde. Nicolas Jacobs. À New York, l'an passé, un Oscar de la mode pour le magazine Elle. Dans les kiosques américains, depuis peu, sa version américanisée tire aujourd'hui à plus d'1 million d'exemplaires. Une carte de visite brillante pour Hachette, qui entre maintenant par la grande porte sur le marché américain en rachetant l'éditeur Grolier. Spécialisé dans la vente par correspondance d'encyclopédies, c'est l'un des 10 éditeurs les plus importants et les plus rentables des États-Unis. Il en coûtera à Hachette 2,5 milliards de francs, mais en échange, un titre de numéro 3 mondial de l'édition et de numéro 1 de l'encyclopédie. C'est une belle opération et une douce revanche pour Jean-Luc Lagardère, le patron d'Hachette. 1 an après un échec cuisant, la reprise manquée de TF1. Le trésor de guerre amassé alors était inemployé. Il servira à régler en partie la facture Grolier.
Si l'OPA réussit, ce qui maintenant est quasi certain, ce sera la première fois qu'un groupe français de communication affrontera directement les Américains sur leur terrain. Social en bref, avec la suite du conflit Air Inter, la direction affirme que 90% des vols ont été assurés aujourd'hui. De leur côté, les pilotes et les mécaniciens en grève jusqu'à demain soir ont annoncé 4 nouveaux débrayages la semaine prochaine. Mardi 19 et mercredi 20, arrêt des navigants techniques et des personnels au sol. Jeudi 21 et vendredi 22, mouvement des navigants pour leurs propres revendications. Les autres télégrammes d'actualité, ils sont commentés par Isabelle Staes. Condamne le bannissement par Israël de 8 Palestiniens chassés de Cisjordanie et Gaza pour incitation à la violence. Ils ont été conduits hier au sud Liban, une mesure qui a provoqué de nouveaux affrontements dans les territoires occupés. 12 autres Palestiniens sont menacés d'expulsion. Téhéran pilonné par l'aviation irakienne, un nouveau missile a touché la capitale iranienne aujourd'hui, faisant plusieurs victimes. En représailles, des objectifs militaires irakiens ont été pilonnés. L'Iran aurait pris le contrôle de plusieurs localités dans le nord de l'Irak. En Suisse, une entreprise vinicole en partie détruite par un éboulement. 10 cuves ont été éventrées. 1 million de litres de vin ont ainsi inondé un village voisin. 2 habitations ont été évacuées, le niveau de vin y atteignant 50 cm. Début d'année alarmant pour la sécurité routière, 1596 tués en janvier et février. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 28,5%. Des mauvais résultats dus au relâchement des automobilistes en matière de vitesse, alcool et ceinture. Intense émotion ce soir sur l'aéroport de Roissy. 42 ans après, un Français retrouve son pays qu'il avait quitté en 1946. Voilà qui mérite quelques explications, les voici. Victor Michalizine, c'est son nom, que nous allons retrouver dans quelques instants aux côtés de Gérard Beaufils, est le fils d'un Polonais naturalisé français. En 1946, il embarque avec ses parents à bord d'un bateau soviétique qui ramenait plusieurs centaines d'Ukrainiens et de Polonais qui désiraient retourner au pays après la Deuxième Guerre mondiale. Ses parents meurent quelques années plus tard, il se retrouve alors seul et un peu désœuvré en Ukraine, et très vite, il souhaite rentrer en France. C'est là précisément que commencent ces déboires. Gérard Beaufils, vous êtes aux côtés de l'intéressé et je vous laisse raconter la suite. Inutile de vous demander si vous êtes heureux de revenir en France. Oui, je suis très heureux. Je dis bonjour pour la France, pour tous les Français et Françaises. Je suis très heureux que je suis rentré sur cette terre. Ça fait plus de 40 ans, donc vous aviez envie de revenir ici. Vous avez été en but à des démarches administratives extrêmement rigoureuses. Ça fait pas 40 ans, ça fait déjà 41 ans que je pense de rentrer, mais c'était impossible d'entrer. Qu'est-ce qu'on vous demandait en Union soviétique comme papier, par exemple, que vous n'aviez pas? On me demandait les papiers plusieurs fois. C'est toutes sortes de spravka, du travail, du mopra, et toutes sortes de spravka, les signatures des parents qui sont d'accord comme ça. Alors aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise. Vous réalisez tout à fait ce qui vous arrive, là? Vous savez ce que vous allez faire maintenant? Ici? Je suis très heureux de rentrer. Vous allez retourner dans votre village natal? Oui, mais un peu plus tard, je pense. Précisément, je ne sais pas si M. Victor Michalizine se souvient bien du Nord, qu'il a quitté en 1946, je vous le rappelle, mais nous avons enquêté chez lui, à Rouvroy, dans le Nord. Vous allez voir que certains n'ont pas oublié, mais les souvenirs sont quand même plutôt vagues. Reportage de Claude Crespo. Il y a 43 ans, Victor Michalazim a peut-être été comme ses enfants, qui jouent devant ses corons. Ce fils de Polonais, naturalisé français à 14 ans, a passé 3 années ici. Avant, c'était la 11e rue. Aujourd'hui, rebaptisé le quartier Saint-Louis. Et voilà l'emplacement de son ancienne maison, détruite et remplacée par ses lotissements. Un mineur, ça ne vivait guère longtemps. La rue du Travail, souvent la silicose. 43 ans après, ici, le nom de Victor Michalazim éveille des souvenirs, mais la silhouette est floue. Quand il a quitté la classe, il m'avait dit « Moi, je quitte l'école, je pars dans le midi. » Depuis ce temps-là, je n'ai plus rien entendu. Est-ce que ça vous fera plaisir de le retrouver? Écoutez, non, parce que ça, je ne l'ai complètement oublié. Je l'ai complètement oublié son visage, moi. Pendant 3 ans, tous les jours, Victor a pris le chemin de cette mine. Cela fait 30 ans maintenant qu'elle est fermée. Seul vestige de ce temps, les terrils. Voudra-t-il se réinstaller ici?
La situation sociale de Rouvroy le permettra-t-elle? Malheureusement, les files d'attente, mes permanences pour trouver de l'emploi ne manquent pas. Je vous le répète, 650 chômeurs, des dizaines de personnes qui viennent me voir chaque semaine pour trouver de l'emploi. En tout cas, on n'a jamais laissé personne mourir de faim ici. Il y a un bureau d'aide sociale où il y a plus de 300 personnes qui viennent régulièrement. Si vous voulez, il fera partie du 301e. On essaiera de l'aider. Près d'un demi-siècle après, Victor Mikhalazim risque de ne plus retrouver le gros bourg de son adolescence. Oui, priorité à l'actualité en direct depuis l'ouverture de ce journal de 20h, de ce nouveau journal de 20h. Nous évoquons l'affaire du Boeing koweïtien qui est toujours à Larnaca avec 50 otages à l'intérieur. On vient d'entendre il y a quelques minutes une explosion à l'intérieur du Boeing. Nous allons tout de suite avoir confirmation de cette information avec notre envoyé spécial Jean-Marc Ilouz en direct de Larnaca. Jean-Marc, vous êtes sur l'antenne. Oui, Henri Sagnier, il semble bien que l'on vienne d'entrer brusquement dans la phase finale du détournement. On vient de voir un double camion-citerne mobile, tout phare allumé, qui vient de s'immobiliser à une centaine de mètres à peine du Boeing des otages. Et juste un peu après, une explosion sourde. Bizarrement, elle n'est accompagnée d'aucune lueur. Il est donc difficile, pour l'instant, dans la confusion qui règne ici, de savoir s'il s'agit du début d'un échange otage contre carburant ou alors d'une ruse de guerre avant une attaque du Boeing des otages. Mais actuellement, les camions mobiles sont immobilisés sur l'aéroport, seuls luisent leurs phares rouges, rien d'autre ne semble bouger, on ne voit aucun mouvement de troupes, aucune force de sécurité n'apparaît, chacun reste sur ses positions et depuis 10-15 minutes environ, la radio des pirates a cessé de crépiter, donc le suspense est total. Apparemment, on peut supposer que la médiation palestinienne a peut-être réussi, mais il ne faut pas écarter qu'elle capote. Les pirates sont très nerveux, ce sont tous des professionnels, ils ont passé leur temps à essayer de broyer les certitudes de leurs interlocuteurs, et donc pour l'instant, c'est un développement, disons, rassurant, mais qui n'est pas encore totalement. Jean-Marc, vous êtes toujours avec nous en direct, vous avez eu confirmation de cette information, l'Algérie aurait accepté d'envoyer une délégation à Chypre, c'est M. Arafat qui vient de le confirmer. Oui, ça avait commencé par une rumeur, on en a parlé tout l'après-midi. Je crois qu'effectivement l'Algérie a accepté de donner un coup de main. C'est un coup de main difficile. L'Algérie, bien sûr, a de bonnes relations avec l'Iran. Mais, si vous voulez, le fait d'accepter sur son territoire un Boeing, des otages et tous les risques de complications diplomatiques, voire de violences sanglantes que ça implique, évidemment les Algériens sont prudents. C'est vrai, ils vont donc envoyer cette délégation. Cela ne veut pas dire que le problème sera réglé. Mais en tout cas, ce soir, indubitablement, des camions de carburant, ce que réclamaient depuis des jours et des jours les terroristes, sont sur la piste. Alors quant à savoir, encore une fois, s'il s'agit d'une ruse de guerre ou si déjà l'échange, les conditions techniques de l'échange, otages contre prisonniers sont réunies, c'est encore un petit peu trop tôt pour le savoir. Alors j'essaierai de vous rappeler d'ici la fin du journal si j'ai du nouveau. Effectivement, merci Jean-Marc. En Corse, nouvelle vague d'interpellations ce matin. 12 personnes soupçonnées d'appartenir à l'ex-FLNC ont été interpellées. Les principales arrestations se sont déroulées dans les régions d'Ajaccio et de Bastia. Le point avec Hervé Brusini. Liberté, liberté, mot d'ordre d'une manifestation en ce moment même face au commissariat de Bastia. Une manifestation de sympathisants nationalistes corses pour cause d'opérations policières. Précisément 15 interpellations dès 6 h ce matin par les hommes de la PJ. À Corté, Ajaccio et Bastia où les caméras étaient indésirables. Vous êtes gentil là, hein. On est pénible. Vous voulez vous dire à ce que Il y a une semaine, la découverte d'une cache d'armes à Bastia aurait orienté les enquêteurs. Dans la planque, pistolets mitrailleurs, armes de poing, fusils, grenades et 2 carnets d'adresses avec, semble-t-il, l'indication de futures cibles. Des banques, mais aussi des magistrats et des policiers. Au cœur du coup de filet de ce matin, donc, l'organisation Arisposta, une association destinée à assister les familles des détenus nationalistes. Son porte-parole, François Viola, a été placé en garde à vue, de même que Jean-Claude Mondoloni, un prêtre ici à droite sur ces images d'archives. Finalement, ceux qui cherchent, comme d'habitude, c'est simple, on vise, comme il avait fait précédemment dans l'affaire de Ribombe, à éliminer des gens qui dérangent, des gens qui sont en avant, des militants. D'ores et déjà, les nationalistes ont appelé à la mobilisation générale. Quant aux policiers, avec le juge Rivière à Paris, ils ont maintenant 4 jours devant eux pour décider du sort des interpellés.
9 sélections, 9 Oscars. Vous connaissez l'information, le dernier empereur de Bernardo Bertolucci a tout raflé la nuit dernière à Hollywood. Seuls Ben-Hur et West Side Story avaient fait mieux dans les années 60 et 62. La victoire de Bertolucci, c'est aussi la victoire des cinéastes étrangers. À Hollywood, les impressions de notre correspondant permanent, Claude Guénière. Meilleur film. Meilleur montage. Meilleur décor. Meilleur scénario. Meilleure photographie. Meilleur réalisateur. Le dernier empereur, la grandiose fresque historique de Bernardo Bertolucci a remporté 9 Oscars. Un triomphe, une razzia qui récompense un film européen comme Hollywood voudrait en faire, et la preuve elle le couronne, mais n'y parvient plus. Et pour Bernardo Bertolucci, la raison du triomphe? Récemment, il y a eu trop de films qui ressemblaient à la télévision. Le dernier empereur ne veut pas ressembler à la télévision. Le dernier empereur veut être vu dans une grande salle où tous ensemble on va faire un rêve, le rêve du cinéma. Et peut-être que précisément les Américains sont trop orientés vers la télévision et les tournages rapides. Le film de Bertolucci a été tourné en 4 ans, pour les Américains, un marathon. En revanche, en matière de télévision, ils s'y connaissent. Pour le 60e anniversaire de l'Oscar, ils avaient organisé ce qu'on appelle une big party, à laquelle ils avaient convié pas moins d'1 milliard de téléspectateurs, et Liza Minnelli, Candice Bergen, Faye Dunaway, Richard Dreyfuss, Mel Gibson, Sean Connery, Michael Douglas et des Oscars robots humains pour un spectacle grandiose. C'est quand même Hollywood. Michael Douglas remportera l'Oscar du meilleur acteur. Cher, celui de la meilleure actrice, était prévu. Et Olympia Dukakis, le meilleur second rôle. Ce qui n'était pas prévu, c'est que cousine de Michael Dukakis, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, elle va crier « OK, Michael, let's go !» Vas-y, Michael, devant 200 millions d'Américains. Louis Malle était confiant et souriant, son film était donné favori. Il sera battu par Le Festin de Babette, le film danois. Mais la veille, il m'avait confié que de toute façon, dans son cœur, rien ne pouvait remplacer les Césars. Oh bah pour moi, les 7 Césars, c'était imbattable. Plus que les Oscars? Ah bah oui. C'est formidable. C'était tellement bien. Ni remplacer le sourire de Candice Bergen, son épouse. Claude Guénière pour Antenne 2 à Hollywood. Voilà, je vous rappelle brièvement l'information que nous vous donnions tout à l'heure. Il y a quelques minutes, il y a eu une explosion à bord du Boeing de la Kuwait Airways qui est actuellement bloqué avec 50 otages à bord sur l'aéroport de Larnaca à Chypre. Explosion, elle a été entendue à plusieurs kilomètres. Notre correspondant Jean-Marc Ilouz nous l'a confirmé en direct il y a quelques instants. L'avion toutefois semble intact et des témoins n'ont vu aucun éclair. Cette explosion s'est produite au moment où 2 camions-citernes se dirigeaient vers le 747 des Kuwait Airways au bout de la piste de l'aéroport. Les prolongements, bien sûr, dans le dernier journal. Dans quelques instants, c'est Laurent Cabrol qui fera la pluie et le beau temps sur Antenne 2. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin, c'est avec Roger Zabel et toute son équipe. En avant-première, vous saurez tout sur l'Observatoire des loyers d'Île-de-France. Un observatoire qui, d'ici quelques mois, facilitera les rapports entre les locataires et les propriétaires. C'est une chose importante. À 7h45, c'est Jean-Marie Le Pen qui sera l'invité des 4 vérités de Gérard Morin. En attendant, bonne soirée cinéma sur Antenne 2. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.